Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition un peu spéciale aujourd'hui. Nous vous proposons de revivre les temps forts de ces derniers mois à travers une sélection des meilleurs reportages de nos régions. Un condensé d'actualité et d'émotions à ne pas manquer. Les premières lueurs du matin inondent l'étang de Bigoulia, l'une des 7 réserves naturelles de l'île. Mais sous les eaux tranquilles vit un crabe bleu qui mange tous les poissons et détruit les filets des pêcheurs. D'habitude, ce sont 6 embarcations qui sillonnent l'étang. Aujourd'hui, Michel est tout seul. Ce crabe qui vient d'Amérique du Nord peut parcourir jusqu'à 15 km par jour et il n'a aucun prédateur. Alors, les dégâts sont très nombreux. C'est du matériel qui n'est pas fait pour les crabes. Pour le moment, on n'a pas trouvé de solution. À part de les sortir de l'eau et si on arrivait à la limite à les commercialiser, ça serait déjà quelque chose de gagné. Mais là, on n'a pas de marché. Pour le moment, on n'a pas de marché. Pour aider les pêcheurs, l'Office de l'environnement de la Corse a dû investir 22 000 € dans des filets plus résistants. Mais aussi, des puces électroniques ont été installées sur plusieurs crabes pour surveiller les populations et mieux les contrôler. C'est une espèce qui s'est manifestement très bien adaptée, qui serait potentiellement aussi favorisée par le changement climatique et donc qui pose après souci une fois qu'elle est implantée évidemment sur l'ensemble de l'écosystème. Sa chair est déjà très prisée en Asie, pourvu qu'il en soit de même sur l'île. Voilà, sans transition dans ce journal, intéressons-nous à présent à une solution séduisante pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. L'autosuffisance énergétique, c'est la solution choisie par une entreprise de la Sarthe grâce à l'installation d'un panneau solaire géant. À la clé des économies d'électricité et une facture allégée. Explication d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. Ici, on l'appelle le tracker, un panneau solaire géant bourré de technologies capable de fournir toute l'énergie dont cette entreprise a besoin. Il permet de travailler sur 2 plans, donc de suivre le soleil le matin jusqu'au soir. Et il est double face également, ce qui lui permet de récupérer l'énergie de sa face exposée au soleil, mais aussi de sa face antérieure. Ça nous permet, surtout aujourd'hui, en cas de forte présence du soleil, de produire plus d'électricité que demandé et de mettre cette électricité dans un coffre-fort énergétique. Le panneau embarque aussi des outils de suivi en temps réel pour savoir où, quand et comment est utilisée l'électricité. On consommait l'électricité qu'on pensait juste, mais finalement avec le suivi internet, on s'aperçoit que on gaspillait beaucoup d'électricité, notamment la nuit, où des appareils restaient tournés, qu'on pensait sans grand impact, on va dire, électrique, mais qui finalement, quand on les coupe, on économise. Pour l'entreprise qui embauche 80 salariés, cette démarche s'inscrit dans une volonté globale de réduire son impact environnemental alors qu'elle est en plein développement. On a fait appel à des spécialistes, donc le CPIE, qui, eux, sont venus faire un état des lieux du quartier, entre guillemets, pour savoir quelles sont les espèces présentes ici et savoir si on ne peut pas améliorer, entre guillemets, leur cadre de vie à l'avenir. Et si jamais on a besoin d'extension, de ne pas les perturber. L'entreprise espère désormais aller plus loin. Elle prévoit de réinjecter les économies effectuées dans la recherche et le développement écologique de son activité. Qui sait, elle verra peut-être même éclore une véritable réserve naturelle sur son site. Éviter de faire appel à des produits industriels quand il est possible de les fabriquer chez soi. 3 jeunes en service civique de la mission Médiataire ont organisé un atelier pour apprendre à confectionner soi-même des produits d'entretien maison et efficaces. Une alternative plus éco-responsable et plus économique que nous présente Kezia Poudou pour notre partenaire 8 Mont-Blanc qui s'est rendu à Lamotte-Servolex près de Chambéry. Saviez-vous qu'il suffit d'eau, de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, de savon, de sel, de liquide vaisselle et d'huile essentielle pour réaliser une bonne partie de vos produits ménagers? C'est en tout cas ce que 3 jeunes en service civique de la mission Médiataire ont démontré ce mercredi matin. Au programme, réalisation de dégraissants multisurfaces de nettoyants pour les vitres et les canalisations. Faire mieux et moins cher, c'est possible et c'est possible de les faire à la maison avec des produits tout à fait simples. Si vous achetez par exemple votre produit à vitre 3 €, vous faites ça, vous faites 1 litre de produit pour vitre et vous en avez pour 40 centimes au lieu de 2, 3, 4 €. Donc c'est vraiment beaucoup d'avantages et ça marche aussi pour la lessive, ça marche pour des nettoyants multisurfaces, ça marche pour du liquide vaisselle.
Donc vraiment sur une grande variété de produits, on a beaucoup d'économies. En plus de l'aspect économique, le fait maison peut être bénéfique dans le domaine sanitaire. En effet, les produits ménagers industriels peuvent contenir des produits chimiques agressifs, voire cancérigènes, des allergènes et des perturbateurs endocriniens. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là, ces recettes sont plus respectueuses de l'environnement. Ça évite de jeter des produits dans la nature ou des produits qui peuvent être dangereux pour l'environnement, qui peuvent être justement inflammables, corrosifs, toxiques. Fini donc les nombreuses bouteilles en plastique, tout peut être remplacé par des bocaux en verre. Ce mercredi, ils étaient au total une quinzaine à s'initier à cette alternative et cela a plutôt eu l'air de leur plaire. Je trouvais qu'effectivement c'était une bonne initiative pour sensibiliser tout le monde et c'est vrai que j'ai appris des choses. Honnêtement, j'utilise le vinaigre blanc et le bicarbonate, mais j'aurais pas pensé faire ces mélanges-là. Les produits qu'on trouve sur le commerce sont toxiques, je pense. Je trouve que les recettes sont très simples à faire et c'est des produits que j'ai chez moi, quasiment tous. Donc voilà, pour les faire, il n'y aura aucun souci. Cet atelier est né d'un partenariat entre la mode Servolex et l'association de service civique Unicité. C'est donc à travers la mission médiataire que ces 3 jeunes sont intervenus dans la bibliothèque de la commune. Ça leur permet de se faire un peu la main sur l'organisation de projets, sur le travail en équipe et sur une sensibilisation personnelle, une montée en compétence sur la transition écologique. Et pour la ville, ça permet d'animer la vie dans la ville. Proposer des animations aussi dans la transition écologique puisque la ville a une politique de transition écologique assez développée, notamment sur l'aspect sensibilisation. Tri des déchets, économie d'eau, d'électricité, ils ont donc pour mission de réaliser des ateliers en lien avec la transition écologique. Le MMA est en plein essor et cela se ressent dans les associations d'arts martiaux. Elles croulent sous les demandes de nouveaux adhérents désireux de s'essayer au MMA. Certaines mettent en place des cours spécifiques. Regardez, pour Via Occitanie, Antoine Guillet nous emmène dans un club au cœur de Nîmes à la découverte de ces cours multidisciplinaires. Allez, c'est parti, un maximum de soumission en 1 minute. Rapide, rapide. Comme chaque lundi, c'est Jiu-Jitsu brésilien au Fighting Club nîmois. Hicham Bouguetaya n'enseigne pas de MMA, mais plusieurs disciplines utiles aux combattants dans la pratique des arts martiaux mixtes. On a préféré faire le NJ là, comme ce soir, c'est Jiu-Jitsu brésilien. Demain, ce sera kickboxing et vendredi, ce sera grappling MMA. Mais voilà, un seul cours de MMA, pour nous, on avait fait cette expérience-là, que ça... on n'arrivait pas à mettre en place tout l'aspect technico-tactique, l'enseignement, la pédagogie. Nombreux sont les jeunes combattants à se tourner vers le MMA. Et si les clubs spécialisés sont rares, ils se retrouvent dans l'apprentissage de sports de combat composant direct du MMA. À la base, je voulais faire du MMA, mais j'ai découvert le Jiu-Jitsu, qui me passionne énormément aussi. Et bien sûr, je suis satisfait parce que chez Hicham, en plus, c'est complet. Donc on fait du pied-point, on fait du sol. Le jiu-jitsu brésilien permet aux combattants de travailler le sol. À la différence du MMA, les jiu-jitsukas portent des kimonos. Les prises et les techniques ne sont donc pas les mêmes, mais certaines passerelles existent entre les deux sports. Je sors de la garde, ouverture de garde, passage de garde, je prends une position dominante. Là le travail, c'est le travail de celui qui est dans la garde. Voilà, là le travail, ça va être celui-là, de passer la garde. Bon, là, il n'y a pas les frappes parce qu'on n'est pas en MMA, mais si on serait en MMA, ce serait la même chose. La pratique est en plein essor. Légalisée en France en 2020, on estime aujourd'hui à 60 000 le nombre de combattants, soit autant que pour la boxe anglaise. Un nombre qui ne devrait pas faiblir. Les organisateurs de combats s'arrachent de plus en plus les salles françaises et leurs combattants. Le braquage de la Banque de France, comme si vous y étiez. C'est ce que permet cet escape game dans les anciens locaux d'une banque à Abbeville, en Moselle. Le principe, revivre l'attaque d'un groupe armé qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'occasion de faire travailler ses ménages et de se replonger aussi dans l'histoire. Un reportage de notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord sur place. C'est un hold-up! Que personne ne bouge, ceci est peut-être le casse du siècle. Mitraillette en main, il n'aura pas fallu longtemps à cette bande de copines pour se prendre au jeu de l'escape game. Et vous bougez plus surtout! Dans la peau de résistants des forces françaises de l'intérieur, les participantes, projetées en pleine Seconde Guerre mondiale, n'ont qu'une mission, dévaliser le coffre de la banque. Et pour cela, il va falloir faire travailler sa matière grise.
On trouve pas le code, mais on va finir par trouver. On a déblayé tous les tiroirs, là-bas on a mis à peu près... On trouve des trucs mais ça sert à rien. Il est mal embarqué ce braquage? Un peu, ouais. Code, énigmes et autres casse-têtes retors, tout est fait pour rendre la tâche des joueurs difficile. Il faut user de patience et de coordination pour espérer approcher le butin. Et pour cause, la scène prend place dans l'ancienne Banque de France d'Abbeville, de son guichet à la salle des coffres. Moi j'aime bien les activités comme ça, c'est bien, faut chercher, trouver des indices, tout ça. Et si l'immersion est totale, c'est aussi parce que ce braquage a bien eu lieu. En juillet 1944, une poignée d'hommes dérobaient ici l'équivalent de 18 millions d'euros sur le point d'être transférés en Allemagne. Un fait historique presque oublié, dont l'Escape Game se charge de préserver la mémoire. On n'est pas sur un cours magistral, sur du papier. On a un pied dedans en fait, puisque l'Escape Game a beaucoup de clins d'œil historiques, comme le mot de Verlaine qui a été utilisé justement sur la Seconde Guerre mondiale avec un petit clin d'œil au film Le Jour plus long. Ils vivent l'histoire en fait. C'est des résistants qui viennent réellement braquer la Banque de France. Après plus d'une heure d'effort, l'alarme retentit et les billets, répliques de l'époque, pleuvent. Bien sûr, le cas est fictif, mais les braqueuses repartiront tout de même avec quelques notions d'histoire. Voilà, autre chose, on nous reproche souvent de ne parler que des trains qui arrivent en retard. Au Sapé, en Chartreuse, les trains de Michel sont toujours à l'heure. Il faut dire que Michel joue les chefs de gare dans son jardin. Passionné de modélisme ferroviaire, ce retraité aménage depuis plus de 20 ans locomotives, wagons, ponts et tunnels. Je vous propose d'aller à la rencontre de ce passionné en compagnie de Lina Bradedine pour Télé Grenoble. De bon matin, un tout petit train roule avec entrain dans le jardin de Michel. Alors, c'est une centrale station qui commande donc tous les trains. Donc, je vais vous le faire parler parce que mes trains, ils parlent. Nächster Halt, Filisur. Prochains arrêts, Filisur. Voilà, ils parlent 3 langues, mes trains. L'allemand, l'italien et le français, car les trains de Michel sont suisses. Dans son jardin, il a créé son propre réseau. On appelle ça du modélisme ferroviaire. Je suis passionné du train depuis l'âge de 2 ans. Les trains suisses en particulier, parce qu'ils sont d'abord à l'heure et qu'ils sont très propres. Donc sur la gauche, il y a un train de bois. Au milieu, l'automotrice qui s'appelle Capricorne, ce sont les nouvelles automotrices des chemins de fer rétiques. Et il y a le Glacier Express qui est du côté droit. Ces trains sont des reproductions parfaites des trains existants à une échelle de 1,22,5 qu'il a installé sur 250 mètres de rail avec 16 aiguillages et 2 croisements. J'aime bien un peu les courbes et tout, et donc j'avais décidé donc de faire une voie en S. Et de bons trains, mais surtout de bon cœur, Michel invite les curieux à venir sur le quai de son réseau ferroviaire, dans son jardin au Sapé en Chartreuse. Ouvrons maintenant une large page de ce grand JT consacré à notre patrimoine. Dans la Sarthe, je vous propose de découvrir, grâce à Enzo Maubert pour LMTV, ce petit musée peu connu et qui pourtant existe depuis plus de 20 ans. À Pruillier-l'Aiguillé, une poignée de bénévoles s'active pour sauvegarder outils et machines d'époque. Une manière pour eux de sauvegarder le savoir-faire de nos ancêtres. C'est un endroit où la rouille raconte l'histoire, celle de nos aïeux jadis briquetiers, tonneliers ou sabotiers. Là, on a 2 énormes machines en fonte qui ont permis, au début 20e encore, de fabriquer de façon mécanisée ce que nos anciens faisaient à la main avec des outils différents. Voilà 20 ans que Richard et d'autres bénévoles ont fondé ce musée en hommage au métier d'antan. La première chose, c'est sauver la mémoire. Et pour sauver la mémoire, eh bien, l'outil, la machine, l'instrument, c'est fondamental. On a trop d'outils qui sont partis à la ferraille, de bois qui ont été brûlés. Donc là, on est dans un lieu de mémoire, un lieu de sauvegarde. Effectivement. Des milliers d'outils, bien souvent donnés, parfois restaurés, témoins de savoir-faire implantés en Sarthe, comme la fabrique de bardage. Tout simplement témoins d'une époque et d'un quotidien.
On a des pièges pour prendre les taupes, on a la cisaille pour tailler la haie, on a aussi les accessoires de la cheminée, on a des trépieds. C'est à l'occasion du départ d'un paysan, quand il part à la retraite, il y a toujours du fourbi. Alors justement, le fourbi, c'est ce qui nous intéresse. Ce sont des outils souvent anciens, ils sont même parfois cassés, il manque un manche, etc. Ils ne servent plus à personne. Eh bien, ils vont garder un intérêt pour nous, ils vont être la matière de notre musée. Un musée en recherche de bénévoles et notamment de jeunes, car faire vivre ce patrimoine demande du temps. Les visites se font sur rendez-vous à Pruyé-l'Aiguillé. En Ille-et-Vilaine, des passionnés de la cité épiscopale de Dol de Bretagne et de son histoire se sont lancés dans la réalisation d'une maquette gigantesque afin de reproduire la ville telle qu'elle était au XVIIe siècle en s'appuyant sur les archives de cette ville. Et ce n'est pas une mince affaire, vous allez le voir, tant sur l'aspect technique que sur le plan historique. C'est un reportage de notre partenaire TVR à Rennes. Visiter sa ville à l'échelle 1/120e, ce n'est pas donné à tout le monde et le projet est vite devenu un lieu de rencontre et d'ateliers manuels surtout, car il faut assembler, enduire, poncer, peindre et décorer la centaine de maisons et de bâtiments historiques. Alors là, je suis en train d'enduire les murs d'une maison que l'on dit lambda, parce qu'elle n'a rien de spécifique par rapport aux maisons historiques. J'ai entendu parler du projet, j'ai trouvé que c'était un projet magnifique et j'avais vraiment envie d'y participer. 6 mètres par 3, c'est la taille que fera la maquette intramuros de Dol de Bretagne et c'est assez unique, différentes techniques sont utilisées par les bénévoles, comme l'impression 3D pour la cathédrale. Le meilleur exemple, le voici. Vous voyez, les arcades sont faites en impression 3D et les bâtiments, eux, sont faits en découpage laser. Nous avons une collaboration entre du maquettisme de base et du maquettisme des temps modernes. L'association d'histoire et du patrimoine du pays de Dol a choisi de représenter la ville sous son meilleur jour au XVIIe siècle. C'est une période qui présente tous les bâtiments essentiels de la ville de Dol à cette époque-là. On y retrouve les remparts, la cathédrale, l'église Notre-Dame, les halles, les maisons à pans de bois. C'est vraiment tout un patrimoine qui aujourd'hui, pour la majorité, a disparu. Cette maquette, en fait, ça permet de retranscrire l'histoire de cette ville depuis le VIe siècle jusqu'au XVIIe. Le travail d'orfèvre ne fait que commencer. Des mois de construction attendent encore les maquettistes passionnés. Voilà, direction la Martinique à présent dans ce journal pour remonter l'histoire d'un accessoire de mode traditionnel, le maré-tête. Ce foulard vieux de plusieurs siècles s'adapte aujourd'hui à toutes les tendances. Et au-delà de l'aspect esthétique, il s'agit surtout d'une technique de nouage bien particulière, revisitée par une habitante de l'île. Gagnou Tom, de la rédaction de Via ATV, s'est rendue dans son atelier à Fort-de-France. Regardez. Nouer le maré-tête, c'est un geste vieux comme le monde. La pratique est née sur les berges du Mississippi en Louisiane en 1785. Une loi impose aux femmes de couleur de couvrir leurs cheveux. En réponse à l'asservissement, les affranchis transforment le foulard en accessoire de beauté. Aujourd'hui, le maré-tête est un véritable accessoire de mode. Coloré, de différentes formes, il se revisite selon les tendances. L'art de nouer le tissu, lui, n'a pas changé. Emmanuel le pratique au quotidien dans son atelier. C'est le modèle de la bamboche, qui est un jeu en fait de superposition de tissus et dans lequel il n'y a pas de nœud. Et en fait, les plis permettent après au tissu de rester bien stable. En fait, le maré-tête est antérieur à la coiffe créole traditionnelle qui a été portée pendant longtemps avec la robe créole. Un savoir-faire traditionnel qui fascine depuis toujours la styliste. Bamboche, pain de sucre et autres coiffes, autant d'expressions de cet art qui repose avant tout sur le nouage. Voilà plusieurs années qu'Emmanuel s'attache à rendre au maré-tête ses lettres de noblesse. Jeux qui sont inscrits dans l'artisanat d'art, qui fassent partie de notre patrimoine culturel, et puis que les autres générations à venir aussi continuent à le porter. Pour promouvoir son travail, Emmanuel fait régulièrement des shootings photos, l'occasion pour elle d'essayer et de peaufiner ses créations. Les photos sont publiées sur les réseaux sociaux. C'est le seul réel support que j'ai pour faire connaître mon travail.
Après, effectivement, plus je travaille, plus je vais faire des photos, plus je vais voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est amélioré ou pas. Moi, quand Emmanuel me fait un mari-tête, je me sens vraiment valorisée, belle. Là, je suis belle, mais là, je le suis encore plus avec le mari-tête. Et voilà, c'est quelque chose de unique et c'est un patrimoine à apporter. La styliste donne également des cours dans lesquels elle enseigne les techniques de nouage pour un parfait mari-tête. Elle vous attend dans son atelier à Fort-de-France. Un village au cœur de l'histoire. À la fin de sa vie, le général de Gaulle avait choisi d'installer son domicile à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne. Il y a vécu plusieurs années jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, le village demeure un témoin vivant de sa vie et de son héritage. Regardez ce reportage exclusif de notre partenaire Puissance TV sur place. Elle domine le village. C'est elle qui, depuis sa colline, surveille les alentours. Du haut de ses 44 mètres, elle veille sur le lieu de repos du général de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises. La petite commune de 680 habitants regorge de lieux historiques. Le village est devenu synonyme de mémoire et de souvenirs. C'est ici que le mémorial Charles de Gaulle est installé. Construit en 2008 sous la Croix de Lorraine, il retrace les grands événements historiques du XXe siècle à travers le parcours de De Gaulle. À l'intérieur, des voitures, des maquettes, des objets et des ouvrages retracent la vie du grand homme et de l'histoire de France. C'est ici que l'on peut admirer la traction. Dès 1958, le véhicule Citroën est devenu historique. Charles de Gaulle, revenu au pouvoir, en a fait sa voiture de tous les jours et l'utilise alors pour ses allers-retours entre Paris et Colombey-les-Deux-Églises. Et puis, au détour d'une rue, la demeure du général apparaît. C'est ici, loin de la capitale, qu'il a séjourné et qu'il a passé le plus clair de son temps. Encore propriété de ses descendants, la boiserie se visite aujourd'hui. Elle est devenue un musée que les amateurs d'histoire peuvent découvrir. Chaque année, près de 145 000 touristes se pressent dans la petite commune. Colombey-les-Deux-Églises est ainsi devenu le petit village, symbole de la grande histoire. Voilà, refermons ce journal à présent avec la découverte d'une splendeur de notre patrimoine national. En Occitanie, l'histoire du village de la Couvertoirade est synonyme d'histoire et d'aventure. Cité bâtie par les Templiers au XIIe siècle, la Couvertoirade entraîne ses visiteurs dans une plongée au cœur de l'histoire et des croisades. Une immersion au temps du Moyen-Âge dans laquelle nous conduit Anne-Sophie Pellegri de la rédaction de Via Occitanie. Un reportage éblouissant, vous allez le voir. Tous les chemins mènent à la Couvertoirade, mais un seul a son village fortifié. Bâtie sur le plateau du Larzac, en Aveyron, la cité de la Couvertoirade, fondée par l'ordre des Templiers, a comme un air de légende. C'est en montant sur cet éperon naturel qu'on arrive au cœur de l'histoire. C'est vraiment là le temps des Templiers, vraiment. C'est la partie historique la plus ancienne. Château Templier, XIIIe siècle. En Occident, les Templiers se voient attribuer de nombreuses terres de culture et d'élevage dont les revenus sont destinés à la guerre menée en Terre Sainte. Le plateau du Larzac constitue une base stratégique pour les chevaliers du Temple, car situé à une centaine de kilomètres d'Aigues-Mortes, lieu d'embarcation des croisés. Le seigneur de Montpan va donner cet éperon rocheux, là perdu au milieu de rien, aux Templiers qui, eux, vont nous ériger ce château, qui est un peu une énigme pour les historiens parce que c'est le dernier, l'unique château templier que l'on ait en France. Alors pourquoi sur cet éperon rocheux ? Parce qu'on domine, donc on pouvait défendre naturellement, et puis surtout à la Couvertoirade, il y a quelque chose d'essentiel sur le Larzac, c'est une grande réserve d'eau. Pendant plusieurs siècles, les habitants auront accès à l'eau potable grâce à ce rocher, mais aussi à l'aménagement d'un village conçu avec une obsession, la récupération de l'eau. La Couvertoirade a tiré profit d'un terrain pentu pour drainer les eaux de pluie à l'aide de canaux jusqu'à cette lavogne et permettre ainsi aux bêtes de se désaltérer. Ce n'est qu'en 1975 que le village a accès à l'eau courante et cette villageoise se souvient bien de cette période. Ils avaient donc peu d'eau, il fallait faire attention.
Et puis tous les gens du village qui n'avaient pas de citerne, on se retrouvait à la citerne municipale, la citerne de l'église. Christiane est arrivée à la Couvertoirade en 1971 avec son métier à tisser. Les moutons, eux, étaient déjà sur place. Et si l'architecture du village est construite autour de l'eau, les maisons sont aménagées autour du mouton. Souvent une voûte où il y a les bêtes. Et au-dessus, il y a une pièce d'habitation et tout en haut, un grenier où on met le foin. C'est grâce aux bêtes que les hospitaliers faisaient vivre le village. Après l'éradication du trop puissant ordre des Templiers par Philippe le Bel, ce sont eux qui prennent en charge la gestion de la cité et construisent ses remparts. Tous ces témoignages de notre temps sont précieusement entretenus par les habitants de la Couvertoirade. Du château des Templiers aux vestiges les plus récents, comme ce moulin à vent qui aujourd'hui n'a besoin que d'un meunier pour moudre son blé. Chaque année, ce sont plus de 230 000 visiteurs qui découvrent un des plus beaux villages de France, sur une terre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.